Bienvenue, aujourd'hui on plonge dans la programmation neurolinguistique, la fameuse PNL, en s'appuyant sur des extraits de Frogs into Princess. Mhm. L'idée, c'est de décortiquer un peu comment cette approche voit la communication, le changement personnel, Tout à fait. en se basant vraiment sur l'expérience sensorielle, sur des techniques assez précises. Exactement. Et ce qui est intéressant d'emblée dans ces textes, c'est que la PNL, telle qu'ils la décrivent, elle s'intéresse beaucoup plus au comment ça fonctionne chez nous, Ah oui, plutôt qu'au pourquoi. C'est moins une recherche des causes profondes et plus une modélisation de ce qui marche, en fait. d'accord, le comment avant le pourquoi. Voilà. Et l'idée sous-jacente, c'est qu'on pourrait, avec un entraînement conscient, développer des intuitions, des compétences similaires à celles de grands communicateurs qui, eux, les utilisaient peut-être sans même savoir comment. Une sorte d'intuition qu'on apprendrait alors. C'est un peu ça, oui. Une intuition entraînée. Intéressant comme approche. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Les systèmes de représentation. Le VAK. Visuel, auditif, kinesthésique. La base, oui. Les sources suggèrent qu'on peut avoir des indices sur le système préféré de quelqu'un juste en regardant ses yeux bouger pendant qu'il réfléchit. C'est une des pistes explorées, oui. L'idée, c'est que les accès oculaires, comme on les appelle, pourraient refléter le type d'information que la personne est en train de traiter en interne. C'est très différent de juste dire il a l'air pensif, ça c'est une interprétation. Tout à fait. Là, on cherche des indices sensoriels, observables. C'est vraiment une approche basée sur l'observation fine. D'accord. Et cette observation, surtout du non-verbal, elle est centrale en PNL. Les textes insistent là-dessus. Souvent, la réponse d'une personne, elle apparaît dans son corps, dans sa posture, sa respiration, avant même les mots. Bien avant les mots, oui. Le corps réagit quasi instantanément, d'où l'importance d'être très attentif à ça. Et il y a une technique mentionnée, le chevauchement, pour développer ses propres sens moins utilisés. Oui, l'overlap. L'idée, c'est d'utiliser un système sensoriel fort pour en activer un autre plus faible. Disons que je suis très visuel. Mhm. Je pourrais me concentrer sur l'image très nette d'un citron, puis essayer de sentir son odeur ou d'entendre le bruit qu'il ferait si je le pressais. On chevauche d'un sens à l'autre. Pour devenir plus complet, plus flexible dans sa perception, en somme. Exactement. Élargir sa carte du monde, comme ils disent. Ne pas être prisonnier d'un seul mode de perception. Cette flexibilité, ça m'amène à l'ancrage, une autre technique clé, si j'ai bien compris. Ah oui, l'ancrage, c'est un gros morceau. Il s'agit de créer un lien fort, presque automatique, entre un stimulus, ça peut être un toucher, un mot, un ton de voix, Une image mentale, une odeur, oui. et un état interne spécifique, une émotion, une ressource, c'est ça? C'est tout à fait ça. On associe un déclencheur unique à un état désiré. Par exemple, on peut ancrer un état de confiance intense, Mhm. par un geste discret comme serrer le poing d'une certaine manière. Et ensuite, dans une situation où on a besoin de cette confiance, on refait le geste, et hop, l'état revient. Comme une télécommande pour ses propres émotions, ou presque. C'est une image, oui. Et les applications sont nombreuses. On peut utiliser ça pour effondrer des encres négatives. Effondré, c'est-à-dire. Neutraliser un état négatif récurrent en déclenchant simultanément une encre de ressources très puissante. L'état positif écrase le négatif, en quelque sorte. Ça peut aussi aider à réassocier des parties de soi qui étaient dissociées. Mais ça veut dire aussi qu'on a plein d'encres inconscientes qui nous pourrissent la vie, non? Absolument. C'est un point crucial, prendre conscience de ces déclencheurs automatiques. Dans les couples, c'est flagrant. Un certain ton de voix, une mimique, et paf, ça déclenche une réaction épidermique chez l'autre. Ce sont des encres négatives qui se sont installées sans qu'on le veuille. Et il y a différents types d'encres, mentionnent les textes. Oui, oui. Les plus évidentes sont kinesthésiques, le toucher, mais il y a aussi les encres auditives, un mot, une musique, et même des encres spatiales. Erickson, par exemple, était maître dans l'art d'ancrer des idées ou des états en parlant depuis différents endroits de la pièce. Ah oui, ingénieux. Et on peut même parfois poser des encres très subtiles que la personne ne remarque même pas consciemment. Ça peut être utile pour contourner certaines résistances. Poser des encres à l'insu de la personne, ça soulève des questions éthiques, mais c'est fascinant sur le plan de la communication. Disons que ça montre la puissance du non-dit et du non-conscient dans l'interaction. Et dans cette idée d'être tourné vers l'extérieur, il y a le concept d'uptime. C'est quoi exactement? L'uptime, c'est être totalement focalisé sur l'environnement extérieur, sur les informations sensorielles qui viennent de l'autre personne et du contexte. Sans dialogue intérieur? Petit moulin à parole interne pour être à 100% dans l'observation et la calibration. Observer les micro-réactions de l'autre pour ajuster son propre comportement en temps réel afin d'obtenir la réponse souhaitée. C'est le contraire de l'introspection, du downtime. Il faut une sacrée présence alors.
Oui. Et ça mène directement à une autre idée force, la flexibilité comportementale du praticien. Ah oui. Les textes insistent. Le bon praticien PNL, ce n'est pas celui qui applique une recette, c'est celui qui a un large éventail de comportements possibles et qui sait choisir le bon au bon moment. Il faut oser expérimenter, essayer des trucs, même si ça paraît non professionnel. Voilà. Le professionnalisme peut parfois devenir une excuse pour rester dans sa zone de confort, pour être rigide. L'exemple cité de la formatrice en assertivité est parlant. Raconter. Elle enseignait l'assertivité, mais elle-même était plutôt effacée. Il a fallu que le formateur la pousse un peu dans ses retranchements, la provoque gentiment, pour qu'elle manifeste enfin de l'assertivité. Et là, hop, il a ancré cet état immédiatement. Il faut savoir sortir du cadre, donc. Ne pas être prisonnier d'un seul modèle, d'une seule façon de faire. La PNL, c'est une boîte à outils. Justement, ça apparaît vraiment comme ça dans ces extraits. Un ensemble d'outils très pragmatiques, très techniques, orientés vers le changement concret, observable. C'est ça. On voit aussi passer l'utilisation de métaphores, comme l'histoire du grand-père Omara, comme un autre outil de communication, plus indirect cette fois. Oui, la communication indirecte, les histoires, c'est aussi un pan important, hérité notamment d'Erikson. Donc, si on devait résumer l'esprit de la PNL tel qu'il ressort de ces lectures, je dirais une attention extrême au comportement observable, verbal et surtout non verbal, la compréhension que nous filtrons tous la réalité à travers nos sens dominants, notre VAK. Et puis, l'utilisation de techniques précises, comme l'ancrage, pour influencer les états internes et faciliter le changement. Et l'idée que bien communiquer, ça va bien au-delà des mots qu'on choisit. Tout à fait. Le message passe souvent par d'autres canaux. Ce qui nous laisse avec une dernière pensée. Si les mots, comme le suggère une des sources, sont finalement assez flous, presque une illusion. Chaque terme comme assertif, par exemple, pouvant vouloir dire des choses très différentes pour chacun, au point qu'il serait presque plus pur de faire une thérapie dans une langue qu'on maîtrise mal. C'est une idée provocatrice, oui. Alors, est-ce que notre capacité à changer, à communiquer efficacement, ne dépendrait pas finalement beaucoup plus de notre maîtrise du non-verbal, du sensoriel, de notre capacité à faire comme si, comme le faisait peut-être Erikson, jusqu'à ce que le nouveau comportement devienne réel, devienne nous. C'est une excellente question pour conclure. Est-ce que l'action précède l'état? Est-ce qu'en agissant comme si, on finit par devenir? La PNL semble dire que oui, c'est une voie possible.